Ce n'est plus un secret, je suis un grand fan d'histoire et de scénarios prenants, notamment dans le jeu vidéo qui reste mon média de cœur. Si les scénarios des premiers jeux que j'ai connus étaient ceux de Crash Bandicoot et Spyro le Dragon, qui peuvent se résumer respectivement à « je pars casser la gueule du grand méchant pour récupérer ma copine », je déconne pas, c'est le scénario du premier Crash, et « je pars casser la gueule au grand méchant car de toute façon je suis le seul qui s'est pas fait changer en statut », je suis rapidement tombé sur un petit jeu pas trop connu de la PlayStation qui va hausser le niveau, Final Fantasy VII. Premier de la série exporté en Europe, il est un carton monumental, est acclamé par la critique et donne la plus belle des rampes de lancement à Square pour sortir plus de jeux à l'international. Que vous aimiez le jeu ou non, c'est un fait, il est celui qui a popularisé le JRPG en dehors du pays du soleil levant, et l'un des points majeurs étant à cela est son scénario, riche et complexe tout en étant crève-cœur. Vous savez de quoi je parle. En grandissant, j'ai dévoré pratiquement tous les jeux de la saga, cette dernière devenant ma saga de cœur que je défendrai contre une armée de haters avec un couteau à beurre si nécessaire. Mais en grandissant, j'ai aussi appris à garder un esprit critique le plus objectif possible, je dis le plus car c'est impossible d'être totalement objectif sur un truc qu'on aime, et avoir les qualités comme les défauts de cette saga que j'aime, chose qui aide quand chaque nouvel épisode divise plus vite la communauté que Moïse ne sépare la mer Rouge en deux. C'est donc avec cette mentalité que, en 2016, je me suis retrouvé à jouer à Final Fantasy XV et que, pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être le hater face à une foule de fans. Bienvenue dans ce storytelling sur Final Fantasy XV. Avant toute chose, je sais qu'il s'agit là de ce qui est devenu le regretté Versus 13, je sais qu'il a eu un développement chaotique à cause de la mauvaise passe qu'a traversé Square Enix à l'époque, je sais que je ne peux pas juger ce jeu comme on jugerait un jeu au développement plus calme, mais le fait est qu'on a un produit fini, produit qui a donc été validé avant d'être mis sur le marché, et il sera jugé en tant que tel. Je mets donc un gros disclaimer ici, si vous ne vous sentez pas capable d'entendre un random donner son avis qui sera probablement différent du vôtre sur ce jeu, je vous invite à quitter cette vidéo. Ou rester car c'est toujours sympa d'entendre l'avis des autres. Sur ce, commençons. Final Fantasy XV est le 15e opus de la saga principale Final Fantasy. On nous narre l'histoire de Noctis Lucis Caelum, prince du Lucis et élu de la lumière, qui doit rejoindre sa promise, Lunafrea Nox Fleuret, pour leur mariage. Il est accompagné de ses trois amis, Gladiolus Amicitia, le bouclier du roi, garde du corps de Noct et son instructeur aux arts du combat, Ignis Tupeo Scientia, majordome et chauffeur, ainsi que Prompto Argentum, son meilleur ami. Après une petite cinématique où notre héros dit au revoir à son père, le roi Régis, il quitte la ville d'Insomnia en voiture pour qu'on les retrouve en panne d'essence à la cinématique d'après, et j'aime énormément cette scène. Cette simple scène où nos héros se retrouvent à pousser leur voiture en discutant est parfaite pour introduire le groupe qu'on va suivre. Chaque personnage a une base qui va rapidement s'étoffer, on voit les différentes dynamiques entre eux, et surtout, on s'attache déjà. Le début du jeu nous vend un road trip entre potes qui n'ont jamais mis les pieds en dehors de la ville, et c'est réussi. Le décalage entre eux et les habitants du coin, le fait qu'ils ne connaissent pas la monnaie locale, on a quand même droit à Prompto qui nous demande ce qu'est un guild. What's a gill? Ou le simple fait de se retrouver à pouvoir faire du camping. Tout ça nous transporte avec eux dans la découverte de ce monde qui nous est inconnu. Et c'est trop cool. Après quelques péripéties pendant lesquelles on peut apprécier la beauté du monde, c'est pas le sujet, mais ce jeu est beau bordel, c'est un bonbon pour les yeux, on apprend que notre ville est tombée suite à une attaque de l'Empire du Niflheim, et, après avoir vu les dégâts de nos propres yeux ainsi qu'avoir rejoint le maréchal du royaume, Noctis laisse sa douleur s'exprimer. Furieux et triste de ne pas avoir été mis au courant par son père de tout ce qui se tramait, furieux que son père ait tout sacrifié pour le sauver, lui, et bien qu'au fond il ne semble pas le vouloir, il décide d'accepter son destin et suivre le chemin qui est le sien. Cet enchaînement de scènes est fort, puissant, et nous pose tout le dilemme du voyage de Noctis. Roi élu, il sait que son chemin est tout tracé et qu'il devra s'engager dans une lutte pour sauver le monde des ténèbres. Lutte qui l'effraie car dévoré par le fait qu'il puisse perdre le peu qu'il lui reste, ayant déjà perdu son père et sa ville. Bien que se forçant, il sait que c'est ce qu'il doit faire et suit donc cette voie, recherchant les pouvoirs de ses ancêtres et combattant l'Empire. Après une nouvelle petite suite de péripéties, on finit par faire un point sur la situation. Insomnia est en ruine, le roi Régis est mort, Lunafrea est portée disparue et Noctis est déclaré mort. De plus, l'Empire le sait en vie vu que juste avant, il a détruit un de leurs avant-postes, donc ils ont son signalement ainsi qu'une flotte de vaisseaux et une armée de soldats toutes deux prêtes à débarquer n'importe quand pour lui faire la peau. C'est donc avec une grande tristesse que nous abandonnons la Régalia, dernier souvenir de notre père, et que nous continuons à voyager à pied, évitant les villes pour ne pas attirer l'attention. Hein? Mais comment ça, ils gardent la voiture et vont dans des villes? Mais ils sont recherchés par l'Empire, qui ont toutes les infos nécessaires pour les choper, surtout que c'est pas discret comme voiture en plus, et ils se sont déjà fait attaquer en chemin et... Bon, il est temps d'expliquer le titre de cette vidéo. FF15 a une très belle histoire, qui est affreusement racontée sur une bonne moitié de celle-ci. Une fois passés les 3 premiers chapitres qui vous laissaient un peu vous balader pour découvrir le monde, l'histoire vous donne une plus grande liberté quand vous avez débloqué les zones pour que vous accomplissiez différents types de quêtes, en plus de récupérer les armes de vos ancêtres, un des objectifs principaux de Noctis. Sauf que si c'est très beau et plaisant de se balader, scénaristiquement ça n'a aucun sens, et à partir de ce moment, j'ai eu beaucoup de mal avec FF15, ce qui nous amène à un truc important dont on doit parler, la diégèse. La diégèse, c'est l'univers dans lequel on écrit notre histoire, fait évoluer nos personnages, crée de l'enjeu, bref, c'est tout ce qui va concerner notre scénario. Quand vous rentrez dans une diégèse, vous en acceptez ses règles, son fonctionnement, et l'important n'est pas d'être réaliste, mais d'être cohérent.
Par exemple, dans l'univers de Tolkien, les elfes, les nains, les hobbits, les orques, nous savons tous que ça n'existe pas dans la vraie vie, mais comme l'histoire se passe dans un monde imaginaire, on accepte l'existence de ces races car cohérente avec l'univers proposé. Maintenant, imaginons que, de nulle part, Gandalf sort un bazooka et commence à canarder l'armée de Sauron alors que le monde n'est pas plus évolué que le Moyen-Âge et n'a jamais introduit le moindre signe d'une telle technologie. La cohérence est brisée et vous allez être sorti de la diégèse. J'ai pris un exemple volontairement abusé, mais l'idée est là. Quand quelque chose ne fait pas sens avec ce qu'on essaie de raconter, le spectateur peut sortir de la diégèse et ne plus croire à ce qu'on lui raconte, ce qui fut malheureusement mon cas. Ici, le gameplay du jeu, une exploration en monde semi-ouvert donc, m'a sorti de l'histoire et du jeu car ça ne collait pas avec tous les enjeux posés auparavant et la tension créée. L'Empire envoie souvent des vaisseaux remplis de soldats et de machines sur nos héros, signifiant donc que nous sommes reconnaissables facilement, mais aucun d'entre eux ne se dit qu'il faudrait la jouer plus discret. Par la suite, on apprend que l'antagoniste principal, qui est un homme influent du Niflheim, souhaite nous voir acquérir tous nos pouvoirs pour son objectif personnel, laissant donc penser qu'il utilise son influence pour minimiser les attaques. Mais nos héros ne sont jamais au courant de ses intentions avant la fin du jeu, les transformons donc en une bande d'inconscients qui n'ont aucun sens du danger. Description très contradictoire avec le scénario où on ne fait que ça d'être discret et éviter le danger. FF15 se retrouve avec une énorme dichotomie entre son scénario et son gameplay. Si on privilégie l'histoire, on passe à côté de la majorité du monde ouvert, des armes des ancêtres de Noctis et de petites scènes qui, en plus de créer de l'attachement au personnage, sont ultra intéressantes niveau évolution. Tandis que si on privilégie l'exploration, les enjeux du scénario sautent totalement car ce dernier attendra Noctis bien gentiment qui est en train de pêcher des poissons, faire des courses de chocobo ou des combats de chiens dans une arène. Et ça, c'est une conséquence d'avoir voulu faire un monde ouvert. Car le pire dans tout ça, c'est que les parties scénarisées, elles sont vraiment bonnes. Tout le scénario principal est bon, bien que j'ai trouvé Noctis insupportable, mais il est écrit pour l'être. C'est un mec de 20 ans qui perd tout et qui doit assumer des responsabilités trop grandes pour lui à la base, donc c'est logique. Et à chaque fois que j'arrivais à la fin d'un de ces moments scénarisés, je le faisais traîner en longueur, ne voulant pas retourner dans cet infâme monde ouvert qui n'avait aucun intérêt si ce n'est d'être un terrain de jeu inutile au scénario. Car oui, ce monde ouvert ne sert à rien à part dire on sait faire un monde ouvert. Et la preuve ultime de cela est le revirement fait au chapitre 9. Le chapitre 9 ramène le jeu à une structure plus linéaire, nous offrant des lieux explorables mais fermés, nous empêchant de retourner dans les précédentes zones, mais qui redonne énormément de poids à l'histoire que le jeu souhaite raconter, offrant des moments forts, intenses, dramatiques, qui vont donner toute sa saveur à la suite de l'histoire qui, jusqu'au crédit, enchaîne les scènes fortes et les développements de personnages marquants qui, et alors que j'ai eu beaucoup de mal avec la moitié précédente, m'ont tiré des larmes. À partir de ce chapitre, le monde ouvert n'existe plus, et le jeu gomme plus de la moitié de ses problèmes, redonnant un sacré coup de fouet qui permet de vivre le reste de l'histoire avec une bonne intensité. FF15 est un jeu que je ne peux pas définir comme mauvais, car ça serait mentir et mettre de côté tout ce qu'il réussit. Un héros qui évolue tout au long de l'histoire, un casting intéressant et attachant, un des meilleurs antagonistes de toute la saga, un personnage féminin principal qui n'a rien à envier aux autres figures féminines de la série, une bande-son de Yoko Shimomura qui déchire et une réalisation qui ne cesse de montrer le talent de Square Enix. Mais il est clairement un jeu dont le scénario m'a déçu. Il m'a déçu non pas parce qu'il n'est pas Versus 13, non pas parce qu'il décide de partir sur une histoire classique alors qu'il proposait un road trip sympa entre potes. Il m'a déçu car ses premières heures et son dernier tiers m'ont fait rêver, m'ont montré un potentiel digne des plus grandes histoires de cette licence qu'est Final Fantasy, potentiel détruit par toute cette partie en monde ouvert qui a réduit à néant les enjeux créés au début et réduit drastiquement la puissance de sa fin. Je suis déçu car malgré tout ce que je lui reproche, j'aime FF15 et au fond, j'aurais voulu que son histoire devienne mon histoire préférée.